C'était une rebelle déjà avant l'époque et elle s'est levée contre tout ce qui l'a choquée. La vie de Françoise Égard raconte un pan méconnu de l'histoire de France. La migration vers l'Hexagone de milliers de travailleurs des Outre-mer, encouragée notamment par l'État français. Est-ce la traite? Est-ce la traite qui recommence? Mon Dieu, dites à ces filles qui arrivent par plein bateau, au Havre, à Cannes ou à Marseille, qu'au Vadis. Elle a écrit sur ses sœurs martiniquaises, guadeloupéennes, qui sont arrivées dans les années 1960. Lors de la création du BIMIDOM, c'était l'exploitation du corps des femmes antillais-guyanaises dans ce livre-là que l'on trouve. Elles sont achetées presque pour un certain temps. Celle-ci raconte comment elle est astreinte à nettoyer les vêtements intimes de sa dame sous peine de sanction. Est-ce que cela va continuer longtemps? Lettre à une noire narre l'histoire d'une traite négrière contemporaine où les femmes ultramarines subissent les pires humiliations racistes et sexistes. Je suis indignée. Une fille de mon pays m'a raconté de telles choses sur sa vie chez des patrons que j'ai juré d'en avoir le cœur net. Qu'est-ce que c'est que ce trafic humain? Agi+ est parti sur les traces de cette figure antillaise oubliée dont les combats contre les injustices sociales résonnent de la cité phocéenne jusqu'au Brésil. J'ai un public attentif qui me demande la suite de mon livre. Mes enfants. Et là, photo de famille. Famille nombreuse, le père, la mère et les 5 enfants, quand nous étions jeunes. Jean-Pierre et Jean-Marc Égard se battent pour que la mémoire de leur mère ne sombre jamais dans l'oubli. Et elle a toujours été, autant que je m'en souvienne, militante. Françoise Modoc, descendante de Noirs réduits en esclavage, née en 1920 en Martinique, alors colonie française. Dans les années 40, elle débarque dans l'Hexagone et s'engage auprès de la France au sein du corps féminin des transmissions. À tous les Français libres de continuer le combat là où ils seront et comme ils pourront. En 1946, elle épouse son amour de jeunesse, France Égard, un infirmier militaire martiniquais qu'elle suivra au gré de ses affectations avant de poser ses valises dans les quartiers nord de Marseille, à la Busserine. Alors là, on a mon père et ma mère dans différentes associations, manifestations. Au même moment, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane et la Réunion passent de colonie à département français après avoir contribué à l'effort de guerre. Mais ce nouveau statut, fondé sur la loi d'assimilation, divise. C'était à l'époque des années 60 où il y a eu tous ces mouvements d'indépendance, que ce soit la guerre d'Algérie, que ce soit le Vietnam et autres. Il y avait toute cette vague de revendication des droits des peuples à disposer d'eux-mêmes. Et au niveau de la Martinique, de la Guadeloupe, Guyane, Réunion, dans les différentes colonies, il y a eu ce mouvement aussi qui se développait. Et pour pouvoir mettre fin à des émeutes qui pouvaient se dérouler, le gouvernement français a créé ce BIMIDOM pour que les jeunes forces vives du pays puissent quitter, venir en France pour pouvoir travailler, que ce soit dans les hôpitaux, à la poste, etc. Entre 1963 et 1982, près de 200 000 hommes et femmes quittent les DOM via le Bureau pour le développement des migrations intéressant les départements d'outre-mer. Mais ce rêve français vire au cauchemar pour beaucoup de Caribéennes qui se heurtent à la précarité et aux discriminations. Et c'est sur les conditions de ces femmes que Françoise Égard a écrit Lettre à une noire pour relater comment elle vivait. Dans l'église de mon quartier, j'ai vu une fille de ma race qui sanglotait. Elle m'a raconté qu'on l'a fait venir. Une dame qui m'a payé le voyage. Je dois rembourser 150 francs par mois. Il y a beaucoup de filles que l'on fait venir à Marseille. Il y en a quelques-unes qui tirent de bons billets à cette loterie. Il y en a d'autres, ce sont les plus nombreuses, qui ploient sous le joug. Dans les années 60, de nombreuses femmes noires sont reléguées au rang de domestiques, peu importe leur curriculum vitae. Françoise Égard, elle-même victime de stéréotypes racistes, ne parvient pas à trouver de poste en lien avec ses compétences malgré un diplôme de dactylographie. Quasi systématiquement, elle est redirigée vers des bureaux de placement d'employés de maison. Oh, vous cherchez du travail?
Il y a Madame Machin, Madame Chose et Madame Intel qui cherchent des gens comme vous. Elles ont cela dans le sang, ces femmes-là. À femme noire, durs travaux. Depuis si longtemps que je voulais une noire pour faire le ménage. Elle refuse d'abord la plupart des offres et tente d'aider ses compatriotes à revendiquer leurs droits. En vain. Comment vous vous laissez faire ainsi? Avez-vous un contrat de travail? Êtes-vous à la sécurité sociale? Elle était dans le dialogue, chercher et trouver des solutions, si possible des pacifiques. Martin Luther King, Angela Davis, elle se sentait très proche de ces combats-là. Elle disait, ils ont ramassé les brindilles de liberté qu'on leur lançait au visage et ils en ont fait des cocktails Molotov. Elle avait une attitude modérée. C'était ne pas se laisser faire, mais que tout soit fait sans qu'il y ait d'effusion de sang, on va dire, ou de trop de larmes versées. Scandalisée par les récits de ses sœurs martiniquaises, elle veut témoigner de l'intérieur de l'exploitation des ultramarines. Pour cela, elle accepte finalement de travailler comme femme de ménage dans les familles bourgeoises, malgré les réticences de son mari. Ça me chagrine quand tu pars chez des maîtres, comme nos grands-mères, comme nos arrière-grands-mères, comme si rien n'avait changé depuis si longtemps pour nous autres. Je ne comprends pas que tu y ailles toi. C'est bien simple. Je ne pourrai jamais en parler en connaissance de cause si je ne sais pas ce que cela est. Elle pose sur le papier cette expérience qui deviendra Lettre à une Noire, une correspondance fictive adressée à Carolina Maria de Jesus, une Brésilienne qui raconte sa vie dans les favelas. Je suis un cobaye volontaire. Là, je me demande comment cela doit se passer pour mes sœurs qui n'ont nulle part où se réfugier en cas de révolte. Carolina, c'est affreux. Carolina, c'était une dame qui était très pauvre, comme beaucoup de Brésiliennes noires qui vivaient dans les favelas, mais qui a commencé à écrire un ouvrage qui s'appelle Le Dépotoir. Et Françoise a eu ce déclic que si, alors qu'elle est pauvre, qu'elle est noire comme elle, avec une histoire similaire qui est celle de la traite négrière de l'esclavage, moi aussi, je dois être en capacité à pouvoir écrire aussi un ouvrage. Parallèle de ce nouveau challenge, elle décide de créer une association pour favoriser l'intégration et le bien-être des exilés des Caraïbes en opposition à l'AMITAG, une association de travailleurs qu'elle estime déconnectée des souffrances de sa communauté. Il y avait monsieur et madame tout le monde, quoi. Elle se retrouvait davantage dans cette représentation-là, dans une association qui était un petit peu le faire-valoir du gouvernement français. Alors, les premières manifestations culturelles qu'on organisait avec l'amicale des Algériens, ma mère est là, moi je suis là, ma sœur est là, il y avait toutes les générations. Soutien et proche d'Yvan Le Born, déporté par l'ordonnance Debré dans l'Hexagone pour ses idées anticolonialistes, mais aussi de Marcel Monville, avocat de Frantz Fanon et d'indépendantistes algériens. L'association de Françoise Ega, comme d'autres organisations ultramarines, se retrouve dans le viseur des renseignements généraux. On voulait savoir s'il y avait parmi eux de potentiels terroristes, poseurs de bombes, mais c'était pas trop le cas. Après des années de combat, Françoise Ega meurt d'un arrêt cardiaque le 7 mars 1976 à Marseille sans jamais avoir obtenu de reconnaissance de son vivant. Mais cette figure oubliée a néanmoins pu laisser une trace dans sa ville de cœur. Oui, s'est aperçu à sa mort, moi j'avais 18 ans, qu'elle n'appartenait pas qu'à l'Oman, mais qu'elle appartenait à tout le monde. C'est ici que son cercueil a été porté à dos d'homme. Tout ça, c'était noir de monde. Et elle a été portée là, dans le quartier, jusqu'à la chapelle Sainte-Claire. Elle se battait autant pour sa communauté que pour le petit peuple de la Busserine, qui le lui a bien rendu d'ailleurs. On avait un bus qui passait là, devant la maison. C'était ma mère qui avait, avec des habitants du quartier, milité pour un bus, parce qu'à l'époque, le quartier était isolé. Donc l'impact, il est visuel. Aujourd'hui, les enfants de l'écrivaine martiniquaise continuent à faire vivre sa mémoire. À Marseille, une rue porte désormais son nom et le comité Mamega a vu le jour afin de lutter contre les discriminations et combattre l'illettrisme. Elle avait un rôle aussi un peu particulier puisqu'elle avait son diplôme de sténodactylo. C'est elle qui écrivait aussi le courrier pour les uns les autres. Donc nous avons dit que c'était extrêmement important de pouvoir développer et de cet axe-là. Faute de budget, l'aventure du comité Mamega risque de prendre fin. Une fermeture qui contraste avec la renommée que suscite Françoise Ega, notamment outre-Atlantique. De l'université de Yale en passant par celle d'Édimbourg, des chercheurs du monde entier s'intéressent à son témoignage sur l'exploitation des personnes noires en France dans les années 60.
et certains ont déjà traduit Lettres à Noir en plusieurs langues. En 2025, ces enfants ont été invités au Brésil par les universités de Panthéon Assas et de Sao Paulo pour sauvegarder la mémoire de l'écrivaine. Ma mère a écrit « Je suis l'arrière-petite-fille d'une esclave Suzanne, et cela, je ne peux l'oublier. L'oubli dans certains cas est une trahison. Il nous appartient d'enseigner à nos petits-enfants leurs origines, afin que dans la dignité, ils vivent désormais. » Et donc, oublier, pour moi, ce serait trahir ma mère.